Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD sur la lecture de Frédéric Lordon et les affects de la politique. Nous sommes sur un tout nouveau chapitre, page 95, les passions séditieuses. L'ordre institutionnel marche aux passions, mais tombe aussi par les passions. À la rigueur, cet énoncé-là ne fera pas trop problème. Bien davantage le cadre du radical déterminisme spinozien d'où il est extrait. C'est que la philosophie spontanée du sens commun contemporain, et pas seulement elle, celle de nombreux courants de sciences sociales également, ne peut concevoir la transformation historique autrement que comme un acte merveilleux ressurgissement de la liberté. Pardon. Alors ça déjà c'est éclaté. Ah putain, je vais déjà m'égacer. Oh c'est incroyable, on a lu 3 lignes du nouveau chapitre. Alors en gros, là ce qu'il est en train de dire, si je comprends bien, c'est que selon lui, donc la philosophie, spontanée du sens commun contemporain et les sciences humaines en général, les sciences humaines sociales, ne voient les transformations historiques que comme l'expression de la liberté. Voilà, que comme, un renouveau, un ressurgissement de la liberté et cetera. C'est complètement éclaté, je vous le dis tout de suite, parce que notamment en sciences humaines et sociales, on a parfaitement, travaillé et retravaillé et on continue de le faire sur toutes les questions, notamment, de systèmes d'oppression, de systèmes de rapports de pouvoir, qui font qu'il peut y avoir des transformations réactionnaires et qui sont absolument pas un ressurgissement de la liberté, loin de là, mais qui sont juste parce qu'on n'est pas à outils équivalents, on n'est pas à force équivalente et que le rapport de force n'est pas forcément du tout à égalité et donc en fait, bah non, non, il peut y avoir des changements très profonds de société qui sont tous sauf des ressurgissements de la liberté. C'est quoi cet argument? Enfin, c'est quoi? D'où ça sort? C'est quoi sa source? D'où il nous dit que, de nombreux courants de sciences sociales également diraient ça? Genre vraiment c'est ça me fume, ça me fume, ça me fume. Bref, peut-être que je sais pas si Donne la Papate est toujours là. Est-ce que c'est des choses que tu as entendues couramment de la part de Lordon ou c'est vraiment ce livre qui est particulièrement éclaté au sol, pour le coup? Bonjour Dédé, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien. Oui, je suis là. Est-ce que ça, c'est le genre de choses qu'il dit de manière, courante ou c'est vraiment ce livre-là où il est éclaté au sol? Parce que, enfin, c'est pas la première fois qu'il nous sort ça, enfin ce genre de choses. Au tout début du livre, il nous avait sorti quelque chose qui était aussi assez exceptionnel. Il nous avait dit que, en fait, les gens qui critiqueraient ce livre, le feraient parce qu'ils ne l'avaient pas compris, et à contrario, que, ceux qui l'auraient lu quand même et diraient quand même des critiques, c'est qu'ils l'auraient pas compris. Enfin, il y avait un truc où en gros il dit quelque chose comme, «Quoi que tu dises, je peux pas avoir tort» et vraiment on était là en mode: «Mais what the fuck?» parce qu'il nous disait vraiment, soit tu m'as pas lu et du coup tu critiques et tu comprends pas parce que t'as pas lu, soit, tu m'as lu mais c'est que tu m'as pas compris et en fait vraiment c'est le pile je gagne, face tu perds et vraiment tu es là et tu te dis: «Mais c'est pas possible, enfin». Donc je me dis: «Est-ce que potentiellement» parce que ça peut arriver, hein, sachez que tout le monde, peut faire ça, hein, vous pouvez tout à fait faire un travail qui est particulièrement éclaté. Bon, je vous avoue que quand même les prises de position de Lordon m'agacent très régulièrement parce que Touche-moi le cul, d'accord, prends-moi le lait. La quiche c'était pas mal, très bien. le film aussi, mais touche-moi le cul, prends-moi le lait. Les ustensiles c'est bien, mais dans le toutou c'est mieux, oui. OK, très bien. Heu, assez régulièrement, quand il prend la parole, je le vois dire, et avoir des approches qui passent complètement à côté de beaucoup de choses, notamment les sciences humaines et sociales. Mais là, c'est vrai qu'on a quand même un espèce de panacée, de beaucoup de trucs. C'est là vraiment on a un cumul dans cet ouvrage-là. Je me dis: «C'est pas possible». Est-ce qu'il a vraiment essayé de faire une synthèse de tout ce qu'il a d'éclaté en un seul livre et qu'après les autres ça va, c'est mieux? Je trouve que ça lui ressemble peu de faire ce genre de move, ça ressemble plus à du Onfray. Oui, typiquement à Onfray, mais oui. Oh. Ouais, peut-être qu'il était pas bien une mauvaise période, je sais pas. Non, mais c'est incroyable, quoi. Mais vraiment, hein, c'est bref, je me recentre, je me recentre. C'est bien par cet argument lapidaire qui a été lapidé l'héritage intellectuel du structuralisme au tournant des années 80, incapable de penser l'histoire.
dans un monde de structure, la liberté créative des hommes n'existe plus, réduits qu'ils sont à l'état de simple support passif des processus de reproduction ad aeternam. Or, les temps changent. Mais comment la chose pourrait-elle être pensée dans un monde où il n'y a plus que de structures minérales désertées par la liberté, demandent les amis de l'homme. Comme on sait, la critique du structuralisme a d'abord été énoncée en pratique par mai 68, attestation évidente que parfois il se passe quelque chose. Quelque chose qui n'était pas prévu par le fonctionnement de structure, et avec quoi la pensée structuraliste semble à la peine. Parmi les graffitis de la Sorbonne, on lira notamment ce cruel Althusser arien. La reprise savante de l'événement prendra la forme d'un quasi-syllogisme. S'il y a de l'histoire, c'est qu'il y a du changement. Or, s'il y a du changement, c'est qu'il y a des hommes pour faire changer. Ergo, dans le changement, c'est la liberté qui est à l'œuvre. Voilà, entre autres manières, comment l'humanisme du sujet libre et souverain a reconquis la place dont il a été destitué par le structuralisme, par le problème de l'histoire. Mais même là, c'est encore éclaté. S'il y a du changement, c'est qu'il y a des hommes pour faire changer. Et donc, s'il y a du changement, c'est la liberté qui est à l'œuvre. Bah non, enfin. Vraiment, En fait, mon problème, c'est que là, je vois vraiment un petit peu le coup de Frédéric qui nous dit bah moi, avec mon gros cerveau, je fais des petits peu des jeux d'esprit. Et franchement, je tombe sur des trucs qui sont rigolos. T'as vu, ça marche bien, hein. Et tu en mode, bah, enfin, ouais, OK, d'accord, c'est joli dans ta tête, mais en dehors de ta tête, en dehors de ta tête, est-ce que c'est vraiment très pertinent, quoi? Est-ce que c'est vraiment très pertinent? Et surtout quand tu le présentes sur un livre qui s'appelle «Les affects de la politique» et où tu présentes ça comme étant, justement l'idée de, remettre en avant, on va dire, comment ça marche la politique et que à quel point c'est pertinent de lire du Spinoza, quoi. Enfin, voilà, la punchline est peut-être très jolie, mais la réalité, bah, c'est pas ta punchline, quoi. Donc c'est vraiment, pas exceptionnel, dirons-nous. Désespérant déterminisme. On ne niera pas que le problème se posait. C'est qu'il ait été convenablement résolu par cette restauration qui est plus discutable. Pourtant, à leur corps défendant, même des figures qu'on pourrait assimiler à l'humeur structuraliste semblent l'avoir validé à leur manière. N'en est-il pas symptomatique de retrouver la même évocation sous la plume de Braudel et de Bourdieu, qui, dans un registre relâché et comme en marge de l'élaboration théorique, se laissent aller à estimer les marges que le poids des structures laisse à la liberté humaine, notre petite marge de liberté, pour échapper aux lois, aux nécessités, au déterminisme, dit Bourdieu. 5% de liberté, évalue Braudel au doigt, évidemment mouillé, contre les rapports sociaux qui pèsent pour tout le reste. Petite marge ou 5%, c'est donc que la liberté conserve quelques interstices, sans lesquels le changement historique n'aurait aucune ressource ni aucune chance. Mais déjà là, vous voyez, ça c'est un problème. Parce qu'en fait, quand il prend du Bourdieu, par exemple, qui est un sujet que je maîtrise un tantinet, la chance en est à ma formation initiale de psychologue social. Le fait est qu'il parle de Bourdieu comme étant de quelqu'un qui est structuraliste. Oui et non. Il y a des structures. Mais comme le dit Bourdieu, et comme il le cite d'ailleurs, la structure ne fait pas tout. C'est tout l'intérêt. C'est ce que dit justement, notamment les sciences humaines et sociales, c'est on constate qu'il y a des structures. On voit qu'il y a des rapports de force. On voit qu'il y a des systèmes de domination. On voit qu'il y a des structurations diverses et variées qui évoluent, qui changent, qui coexistent, imbriquées les unes dans les autres, etc. Mais on a tout de même, malgré tout, une marge de manœuvre qui existe. On peut faire des choses, on peut choisir, malgré tout, dans ce contexte-là, malgré toutes les difficultés, malgré le fait d'être conditionné, d'être poussé dans un sens, on peut choisir de ne pas aller dans ce sens-là. Ça existe, c'est une possibilité, cette liberté existe. Donc en fait, on n'est pas dans du déterminisme. Or, là, il est en train de présenter un petit peu Bourdieu et apparemment Braudel comme étant plutôt déterministe. Et c'est pas le cas. Enfin, je trouve ça un peu bancal pour l'instant déjà. Bon, on va voir comment ça évolue, mais parce que là c'est juste le début, donc peut-être que c'est juste une présentation, qu'après il va replonger dedans et qu'il va développer ça un peu mieux. Mais bon, jusqu'à présent, ça fait 96 pages et ça s'est pas trop passé, donc je suis pas très optimiste. Mais bon, je reprends.
Ainsi, même des penseurs qui ont su faire face au poids du déterminisme n'ont pas pu renoncer aux marges de la liberté et passer des déterminismes au déterminisme. Ceci peut-être parce que du déterminisme, ils ne se sont donné qu'une version qualifiée, les déterminismes sociaux, et non le déterminisme tout court. Spinoza, pour sa part, ne transige pas. Il y a le déterminisme et il n'y a rien d'autre. Au demeurant, ça ne peut pas être une question quantitative. La liberté pose un problème philosophique identique, qu'elle soit réduite à des marges ou supposée intégralement régnante. Et dans l'épaisseur de ce problème, Spinoza tranche avec conséquence. Non d'ailleurs sans renvoyer la charge de la preuve à qui de droit, car ce sont plutôt les défenseurs du libre arbitre qui ont à l'expliquer. Comment l'homme pourrait-il justifier d'être comme un empire dans un empire? Quelle sorte de fondement pourrait-il donner à sa revendication d'échapper à la causalité phénoménale qu'il réserve à toutes les autres choses de l'univers? Par quel miracle peut-il parfois s'exonérer de l'enchaînement des causes et des effets? Comment prétend-il authentiquement briser le cours des choses, c'est-à-dire produire des effets sans cause? La volonté ne Et vous peut savez ce être qui va se appelée... passer? Eh bien, nous allons bientôt J'attends juste la manquer fin de de l'alerte l'eau. et je boirai Et c'est après. pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. La volonté ne peut être appelée cause libre, mais Wait a minute, seulement let me get a nécessaire. closer look. Yup, you're still cute. Sorry, wait, I didn't look close enough. Je vais pas y arriver. Oh hein. wait, you're not just cute, you cute as fuck. Et donc je disais, la volonté ne peut pas être appelée cause libre, mais seulement nécessaire, le répond Spinoza, Éthique 1.32, y compris celle de Dieu qui n'opère pas par la liberté de la volonté, Éthique 1.32, corps 1, mais par la nécessité de sa nature, et le corollaire 2, d'enfoncer le clou, car sa volonté, comme tout le reste, a besoin d'une cause qui le détermine à exister et à opérer d'une manière précise. C'est bien tout ce à quoi l'humanisme ne veut pas se prendre, lui qui tient à l'éminence ontologique de l'homme et refuse la condition à laquelle le ramène Spinoza, celle d'une chose parmi les autres. Pour son malheur, Spinoza ne fait pas que tirer le tapis sous ses pieds pour restaurer la cohérence de la nécessité de toute chose, il réengendre génétiquement l'illusion de la liberté, elle aussi nécessaire, et renvoie la revendication de l'exception au registre de l'imagination égarée. Les hommes se trompent en ce qu'ils se pensent libres, opinion qui consiste seulement en ceci qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Éthique 2, 35, Scoli. Bon, alors, ça pose quelques peu problèmes si on reste que là-dessus, mais encore une fois, tout le texte, on verra comment ça se développe, mais jusqu'à présent, c'était pas fou. On va boire un coup. On va boire un coup. À la vôtre, chers amis. Le déterminisme s'est éclaté. Voilà, il y a des structures, oui, qui existent. En tout cas, c'est ma vision des choses et ce que montre globalement l'état des connaissances. Il y a des structures qui existent, qui peuvent nous pousser dans un sens ou dans l'autre. Et si tu veux un exemple, je peux en donner 36 000, parce que notamment, il y a incroyablement des travaux scientifiques sur la question. Ouais, je sais, c'est étonnant, hein, mais on pourrait croire qu'après Spinoza, il y avait personne, mais en fait, non, il y a plein de gens qui ont travaillé les questions. Qu'est-ce qui remet, par exemple, en fait, cette vision du déterminisme et cette charge de la preuve que leur demande Spinoza? C'est un truc très con. Dans une société, par exemple, capitaliste, par hasard, hein, qui est notamment raciste, par hasard, qui est notamment individualiste, par hasard, qui est éventuellement misogyne, par hasard, hein, vraiment toute ressemblance avec une société connue est purement fortuite. Assister et voir, par exemple, des actions qui vont à contre-courant de toutes ces visions des choses, ça n'aurait pas de sens. Or, par exemple, on voit dans nos sociétés des actions qui sont mises en place d'entraide, de soutien, de renversement des normes réactionnaires. Ça se fait. Pourtant, ça n'aurait pas de sens si on était déterminé. Comment est-ce que cette chose aurait pu arriver si on était déterminé? Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Parce que c'est notamment ce qui a permis de remettre en question un certain nombre de choses. On a fait, alors ça date un petit peu, on avait fait un live où on reparlait et on faisait un état des lieux, des connaissances sur est-ce que l'homme est un loup pour l'homme ou pas. Parce que beaucoup de gens ont cette vision toujours de l'homme comme étant intrinsèquement finalement égoïste, individualiste, etc. etc. Sauf que, en fait, c'est de la daube. En fait, c'est absolument pas sourcé, c'est absolument pas tenu, et l'état des connaissances montre même plutôt l'inverse. En fait, ce sont des théories qui sont développées, principalement donc la théorie dite hédoniste et la théorie dite égoïste, qui sont développées par des philosophes canés depuis plusieurs siècles,
Et en fait, depuis, on n'a jamais trop remis ça en question dans le grand commun, et notamment les personnes en situation de pouvoir ne remettent pas trop ça en question parce que c'est une vision du monde qui leur correspond vachement en fait, qui les aide à justifier le système oppressif dans lequel ils sont à l'avantage. Et en fait, quand on creuse un petit peu tout ça, bah en fait, c'est d'un coup très étonnant. C'est très étonnant parce qu'en fait, on se rend compte que les connaissances montrent pas du tout ça. Quand on travaille la question, ce qu'on fait un certain nombre de personnes, par exemple en psychologie sociale, on peut faire des tests, on peut tester des choses, on peut voir des choses et on voit qu'en fait non, ça n'a aucun sens parce que déjà, ça demande de faire un retournement de cerveau phénoménal pour justifier que tout le temps tout soit égoïste ou tout le temps tout soit hédoïste. Ce qui n'a pas de sens. Pour une simple raison, grosso merdo, l'évolution montre que les choses sont toujours la ligne la plus simple. Voilà, je résume très salement, mais en général, l'évolution prend le chemin le plus court. En tout cas, le plus efficace. C'est rare, c'est strictement très rare que ça soit pas le cas. Et là, j'ai pas trop d'exemples qui me viennent en tête. Mais probablement que ça doit exister. Mais quasi systématiquement, l'évolution, elle prend le chemin le plus court, le plus efficace. Parce que c'est le principe de l'évolution. Elle retient le truc adapté. Chose incroyable. Étonnant. Et le fait est que si tu veux rester sur un modèle hédoniste de la justification des choix, etc., bah, en fait, ça ne marche pas. Parce que du coup, c'est à chaque fois obligé de faire des retournements incroyables pour justifier de fonctionner de telle ou telle manière. C'est pas comme ça que marchent, en fait, les choses. Ça fonctionne pas comme ça. Et donc, du coup, au contraire, une théorie pluraliste, parce que c'est aussi ce qu'on appelle des théories monolithiques, la théorie de l'hédonisme ou la théorie de l'égoïsme, ce sont des théories monolithiques, ça veut dire que, en fait, elle part du principe que tout se définit par elle. Point. Donc, quand vous prenez la théorie, par exemple, de l'égoïsme, ça se fait, c'est monolithique dans le sens où tout acte, quel qu'il soit, est forcément égoïste. Et donc, par exemple, même un acte de pure bonté, etc., en fait, la personne n'en a pas forcément conscience, mais c'est un acte égoïste parce que, en fait, en faisant ça, elle va gagner du capital social, elle va gagner, pour une raison X ou Y, un bon point d'estime de soi, etc., etc. Et donc, en fait, elle ne fait tout ça que parce que, justement, ça lui apporte cet avantage-là, etc., etc. Ce qui n'est pas pertinent. Quand vous prenez plutôt l'état des sciences, on est donc dans un modèle qui est dit pluraliste, qui est donc le modèle plutôt de la coopération. On est dans une vision du monde où en fait, à chaque fois qu'on prend une décision, nous avons un certain nombre de causes qui vont nous faire prendre une décision, qui coexistent et qui vont, on va dire, pour vous donner une vulgarisation, vous avez des pourcentages de participation à la prise de décision finale qui sont différents. Admettons, vous prenez cette décision-là précise parce que pour 10%, cette raison-là, mais également à côté pour 13%, cette raison-là, mais également en même temps pour 54%, cette raison-là, etc., etc. Et donc en fait, ce qui va participer à prendre ou pas cette décision finale, c'est ce mélange-là. C'est ces différentes causes qui vont participer plus ou moins en fonction des contextes, etc., de motivations propres, etc., que vous allez prendre ces décisions. Ça va dépendre de ce mélange-là. Et si concrètement, on va dire qu'on a une majorité des processus de décision qui sont, on va dire, plutôt positifs, qui sont plutôt altruistes, à ce moment-là, on va dire que c'est une action altruiste. Quand bien même, il y a peut-être 5% de raison dans la prise de décision qui est que, en fait, ça va t'apporter un avantage social et que du coup, tu le prends aussi pour ça. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que tu le prends aussi pour ça. C'est incroyable. Et ensuite, tu as la justification après coup qui est parfois différent de ce pourquoi tu as pris la décision avant. Oui. Je peux être déterminé à être révolutionnaire par ta famille et ou ton tempérament, et donc je trouve que l'argument à base de les gens font autre chose qu'on leur dit, pas super. Bah oui. Et donc du coup vraiment, c'est cette vision du déterminisme comme quoi, bah, ça s'inscrit parfaitement, hein, dans les 2 théories monolithiques avant. Les gens sont déterminés et éventuellement, bah, en fait le truc c'est plutôt qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont déterminés. C'est pas pertinent. Parce que si c'était le cas, si on était tous autant qu'on est déterminés, on n'évoluerait pas sur beaucoup de choses, en fait. On serait pas très sujet à être, on va dire, dans l'évolution et donc dans l'adaptation, et je pense qu'on serait canné depuis très longtemps aussi. On n'aurait pas eu de grands changements historiques à plein de moments, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens si on était déterminé. Or, on constate qu'il y a eu tout ça. On constate que même dans des situations où très clairement faire telle ou telle action, par exemple une action bénéfique, est éminemment
à contre-intérêt pour la personne, qu'elle va en prendre plein les dents. Par exemple, les lanceurs d'alerte qui se retrouvent à devoir fuir à travers les pays. Je pense par exemple à des lanceurs d'alerte américains, hein, qui ont dénoncé des trucs et qui ont leaké des fichiers, qui ont donné des fichiers, par exemple du FBI et compagnie au grand public, qui aujourd'hui sont obligés de balader à travers la moitié des pays du monde pour essayer de fuir le FBI et les forces de l'ordre justement américaines qui veuillent les choper. Très clairement, ça leur a pas apporté grand-chose et ça n'apporte absolument rien de bien sur le long terme pour eux. Ça n'avait aucun intérêt de le faire, pour eux. Pourtant, ils l'ont quand même fait. Et c'est là où tu te dis, bah, ça marche pas en fait, cette histoire de déterminisme. Ça ne marche pas, ça n'est pas cohérent, ça ne fonctionne pas. Vraiment. Et c'est ça qui est ouf en fait, quand tu vois des pensées comme là, qui sont développées, et encore une fois, des personnes qui étaient peut-être très cohérentes et peut-être très en adéquation avec ce qu'elles racontaient il y a 4 siècles en arrière, hein. Aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Moi, à chaque fois que je vois Lordon quasiment, alors je suis désolé, hein, donne la papate si t'es toujours là, ou les autres personnes qui apprécient Lordon, quand même systématiquement, quand je le vois prendre la parole, ce qu'il dit est éclaté. Parce qu'il a une vision du monde qui est notamment complètement dépassée, qui est complètement avantagée dans une société qui l'avantage lui. Il n'a pas de prise de conscience de beaucoup de choses. Il n'a pas de remise en question de beaucoup de choses. Parce qu'il n'a pas la nécessité de le faire. À plein de moments, il a des discours où, en fait, on voit très bien que si on tire le discours, on va tomber sur des trucs très rances. Et c'est tout mon problème avec ce genre de personnes, que ce soit Lordon ou d'autres penseurs du même genre, hein, qu'on a. Si vous prenez un Piketty, par exemple, là, récemment, Piketty qui nous fait aussi des dingueries, mais c'était pas spécialement étonnant. Je veux dire, un minimum, quand vous avez de la construction, on va dire, de connaissances en sciences humaines et sociales, sur les fonctionnements, sur ce que sous-entendent certaines approches et ce à quoi amènent certaines approches, on sait très bien où ça va, justement. On sait où ça va. Piketty, qui là vient de pondre un truc encore qui est complètement éclaté, qui sert à justifier le fait que non, non, vous inquiétez pas, les gens qui votent au RN, en fait, c'est des fachos pas fâchés. Ils sont... Ah non, attendez, non, c'est pas comme ça. Non, c'est des fâchés qui sont pas fachos. Oui, enfin voilà, non, mais comprenez qu'ils sont pas racistes. Alors qu'on sait qu'il y a une construction raciste. On le sait. C'est pas genre un petit peu. Ouais, non, non, Tu es une il fougère, y a une construction Sophia. raciste. Merci beaucoup, Sophia. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Bienvenue dans le chat. Et tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent. C'est exactement la même chose avec un Lordon. Voilà, Ruffin, c'est pareil. Quand Ruffin, étonnamment, il a toujours foot systématiquement, sur un certain nombre de manifestations qui sont plutôt justement par rapport à des problématiques racistes. C'est marrant quand même, hein. Il est pas là. Il a autre chose à faire. Puis sa seule justification, c'est bah j'ai foot. On voit bien qu'il y a une construction derrière qui va pas, en fait. On voit bien que structurellement, leur pensée est matinée de biais qu'on peut comprendre, parce qu'encore une fois, nous sommes tous, autant que nous sommes, des gens qui grandissons dans une société qui est, de fait, patriarcale, misogyne, raciste, etc. etc. C'est un fait. Donc on construit avec ces biais-là. Mais quand vous voulez prendre justement une certaine place sur la scène publique, comme un Lordon, comme un Ruffin, comme un Piketty, etc., quand vous voulez mettre en avant vos gros cerveaux et votre connaissance de ces problématiques-là, etc., et que vous êtes absolument incapable de remettre en question, mais juste 30 secondes, le fait que potentiellement vous avez des biais et que du coup potentiellement il faudrait peut-être écouter les personnes concernées, c'est un problème. J'allais dire qu'il y a des gens qui ont le droit de ne pas aller en manif, et puis je me suis rappelé que c'est leur job. Oui, en effet. Vous me dites que, Jean-Eudes, là-bas, qui est caissier, a le droit de pas aller en manif? Je vous dis: «Bien sûr, oui». Personnellement, je vais quasiment jamais dans des manifs. Parce que notamment d'un point de vue santé, c'est extrêmement dangereux. J'ai une maladie génétique, incurable, j'ai des très gros problèmes de santé. Je peux en soi aller dans une manif, mais il y a de grandes chances que je le paye salement. Très, très, très salement, et je vous avoue que je souffre déjà suffisamment au jour le jour pour ne pas venir rajouter ça en plus. Donc personnellement, bah, je ne vais pas en manif. Voilà, je vais très rarement en manif. Je ne l'ai jamais caché. C'est un fait, c'est un constat. Je ne vais quasiment jamais en manif. Je vais pas vous juger parce que vous n'allez pas en manif, mais moi par contre je suis pas député, vous voyez? Moi je prends pas la parole, pour dire que, je devrais, aider à diriger et cetera, la nation, et j'en passe. On va changer un peu de musique, je vais vous mettre du funk. Voilà, ça change un petit peu, ça switch. Il y a des moments où en fait, surtout moi ce que je vais vous dire c'est, mais en fait moi, ma parole on s'en fout, elle est écoutée par exemple telle personne. Parce qu'elle est pertinente dans ce qu'elle dit. En fait, il y a plein de personnes qui sont très pertinentes à parler de racisme. Moi, je parle viteuf, très viteuf de racisme pour un certain nombre de raisons, mais très viteuf. Si à un moment donné, je vous dis qu'il faut aller parler de racisme, je vais vous diriger vers des personnes qui sont concernées, typiquement.
Je peux penser à plein de gens. Vous pouvez aller voir, par exemple, je sais pas moi, Samedi, qui fait, notamment des lives très intéressants. Je peux vous envoyer vers Sherazland. Je peux vous envoyer, vers plein d'autres gens, en fait. Il y en a plein qui existent et qui font du travail. Et là, je parle par exemple vite fait de Twitch, mais on a plein d'autres gens qui existent, au sein de nos communautés politiques. Plutôt qu'écouter, par exemple un Ruffin, je vais vous diriger plutôt vers, une Rachel Keke. Voilà. Heu, je peux vous diriger vers plein de gens qui ont plein de retours intéressants parce qu'ils le vivent plutôt que Jean-Michel Blanc qui de fait est dans une société qui privilégie les Jean-Michel Blanc et qui le met en situation où il n'a pas à vivre ça. Enfin, si on reprend Lordon et ce texte-là de Lordon, à un moment donné, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, il nous a expliqué très gentiment qu'il savait ce que c'était que le racisme parce qu'il pouvait faire l'effort mental de se mettre dans une situation où il subirait du racisme. Et donc, en réfléchissant et en imaginant ce que ce serait que de subir le racisme, il comprend ce que c'est le racisme. Bah non, c'est éclaté en fait. Parce que Lordon est un putain de bourgeois, issu d'une famille bourgeoise, où il est dans une situation de pouvoir, et qui fait qu'il ne peut pas savoir ce que c'est que le racisme. Même avec son gros cerveau et son imagination démentielle, hein, il ne peut pas savoir ce que c'est que le racisme. Il n'est pas capable de savoir ce que ça fait que de vivre au jour le jour en subissant le racisme, en étant discriminé à l'emploi, en ayant moins de revenus, en étant toujours considéré comme un étranger par défaut, en se prenant des pics à la con du genre, je sais pas moi, oh bah tiens, tu parles vachement bien le français. Vous voyez, c'est ce genre de truc débile, hein. Mais les personnes racisées le subissent constamment, en fait. Et venir, toi, avec ton gros cerveau de mec blanc bourgeois, te dire ah, mais parce que j'ai réfléchi 2 minutes là, et je me suis dit en fait, je pense que je sais ce que c'est que le racisme. Non, non, c'est éclaté. C'est éclaté. C'est vraiment un énorme problème. Et bonjour Litena, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien aussi bien que possible, en tout cas. Si j'imagine que je fais une opération au cœur ouvert, je suis. Oh, wait. Une grosse empathie, hein. Le même argument de l'empathie et de l'imagination, c'est aussi que ça a été utilisé pour dire que j'étais trop militant et que je devrais arrêter de parler de transphobie sur Facebook. Mais voilà, encore une fois, c'est toujours quand même incroyable de voir ce genre de prise de position. Et encore une fois, ce sont des gens qui sont énormément mis en avant, systématiquement. Alors que ce qu'ils disent est éclaté. Et quand... au passage, bonjour Barbara, je crois que j'ai pas dit bonjour à Barbara, je viens de voir. J'espère que tu vas bien Barbara, aussi bien que possible aussi. Et bonjour Dayon aussi, au passage. Vous avez encore une fois, là typiquement un Lordon, mais ça va avec Piketty et compagnie, qui ne voient pas leurs billets. Je veux bien comprendre que c'est difficile de passer au-delà des billets. Enfin, moi-même, je viens d'une famille qui est quand même plutôt privilégiée, voilà, on va pas se mentir. Mon père est clairement quelqu'un qui a été très bien loti pendant sa vie, c'est un constat. Pour le coup, et donc j'ai eu un cadre de vie qui était extrêmement confortable pendant très longtemps, mais je suis allé en études de psychologie sociale et je suis devenu pauvre et j'ai commencé à pas pouvoir manger à la fin du mois parce que je ne vivais pas du tout dans les mêmes conditions que là où j'ai grandi, parce que notamment mes parents vivaient à l'étranger et que moi non, enfin à l'étranger, ils vivaient plus en métropole et du coup je vivais seul de mon côté en fait dans un appartement et que du coup j'ai dû me débrouiller et qu'on n'avait pas beaucoup d'échanges et que c'est en partie ma faute, mais peu importe, là n'est pas la question. Le fait est qu'on a eu un niveau de vie qui a complètement chuté de mon côté parce que je vivais plus du tout dans les mêmes conditions et j'ai du coup en plus de ça un bagage académique qui m'a fait voir, connaître, comprendre et observer tout ce que je ne voyais pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de thématiques où je vais vous dire, bah non, je suis pas compétente. Je peux pas vous apporter spécialement quelque chose dessus parce que je ne suis pas une personne compétente là-dessus. Je le vois, je le sais, en fait. C'est ce que notamment me montraient mes études. Et donc, je vais vous diriger vers des personnes qui peuvent, en fait, tout simplement. Est-ce que tu as trouvé ton trésor? Non, code. Code. Si seulement j'avais trouvé un trésor, mais non. Et donc toujours est-il que vraiment, c'est ça qui me fait péter un câble avec un Lordon, c'est cette approche systématique, quoi. C'est mais non, mais t'as capté, tout est déterminé, non mais j'ai raison, non mais ceci, mais cela. Et c'est basé sur rien. La seule chose sur laquelle c'est basé, c'est Spinoza qui te canait depuis 4 siècles. 4 siècles. Encore une fois, il s'en est passé des choses en 4 siècles et on a quand même un niveau de connaissance en sciences humaines et sociales qui s'est un petit peu étoffé. Enfin, il y a plein de moments où il nous parle, par exemple, de l'utilisation de l'émotion dans les dialogues et dans les discours politiques pour du coup susciter de l'adhésion, etc. Ouais, on a un champ de recherche qui s'appelle la communication engageante, par exemple, et où on travaille beaucoup de choses dedans. Ça pourrait être intéressant, par exemple, d'aller demander son avis à quelqu'un qui bosse là-dedans, par hasard. Quand vous prenez son Imperium, là, la moitié du temps dans son Imperium, en fait, il parle de nexus de pensée.
qui est un autre domaine de recherche qui a été fait en sciences humaines et sociales. Est-ce qu'il l'évoque ne serait-ce qu'une fois? Non. Il vous explique tout à travers le prisme de Spinoza et de la vision de Spinoza. C'est con quand même. C'est con quand même d'être passé à côté de 4 siècles d'avancée, quoi. Spinoza est bon, mais je vais pas faire ma vie en suivant ses préceptes. Non mais voilà, à un moment donné, encore une fois, moi, vous me dites Spinoza est tout à fait adapté à son époque et tout, je vous dis oui, clairement, il n'y a pas de problème. Je veux bien le croire. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui travaille en philosophie et franchement, j'ai aucune compétence à vous dire Spinoza, ce qu'il dit, c'est éclaté ou pas dans le cadre de son travail, de son époque, etc. Par contre, quand vous utilisez Spinoza pour me dire alors en fait, la politique actuelle et spécifiquement plutôt européenne et plus spécifiquement française s'analyse que à travers la pensée de Spinoza et c'est la seule manière cohérente d'analyser la politique, c'est à travers le prisme de la pensée de Spinoza. Là, je vais vous dire non. Là, je vais vous dire non clairement. Parce qu'encore une fois, Spinoza c'est très joli, mais c'est mort depuis 4 siècles. Et qu'il y a plein d'avancées, il y a plein de recherches, il y a plein de travaux qui sont faits. Même là, aujourd'hui, vous me dites, ah bah, pour comprendre l'humain, il faut absolument se référencer à Bourdieu, je vais vous dire non. Non, parce que c'est dépassé, en fait. C'est très cool, Bourdieu. Il y a 30 ans. Il s'en est passé des choses en 30 ans. En fait, un petit peu beaucoup. Donc, du coup, rester centré sur un truc qui est un peu dépassé, bah c'est con. Alors, rester sur un truc qui est très dépassé, et qui est plus que refroidi, et plus que réchauffé, bah c'est encore plus con, tout simplement. Voilà. Donc vraiment ça me fume quoi, ça me fume. Parce que ça aussi c'est un des trucs qui me fait péter un câble, c'est qu'au tout début du bouquin, il nous a bien dit, noir sur blanc, la seule chose qui permet de comprendre la politique actuelle, c'est le prisme de vision de Spinoza. Ça montre tout le problème en fait. Si tu es un Jean-Michel privilégié qui peut se permettre d'analyser le monde autour de lui à travers les cadres de pensée d'un mec qui est cané depuis 4 siècles, ça montre bien que t'es pas concerné par ce qui se passe, t'es pas concerné par les recherches qui sont faites par tout un tas de personnes racisées qui subissent les oppressions du monde tel qu'il a été construit en fait. 8 km de marche. Oh. J'espère que ça va aller, que tu vas pouvoir te reposer quand même. C'est vénère ça. Je reprends la lecture, ceci dit, si vous m'en voulez pas. Moment d'accablement. On passera à la rigueur sur l'offensive ontologique, elle est abstraite. Mais le verdict d'impossibilité politique, ça en est de trop. Car c'est ainsi, le plus souvent, qu'est spontanément compris le déterminisme. Si tout est écrit, alors à quoi bon? Annulation de la politique, nous n'avons plus rien à faire puisque tout est déterminé. Évidemment, le contresens est complet, car il ne se passera que ce que nous aurons fait, en ayant été déterminés à le faire. Et si nous avons été déterminés à ne rien faire, il ne se passera rien. Par exemple, l'idée fausse que le déterminisme nous ôte toute possibilité d'action, si elle ne nous ôte rien en elle-même, et pour cause elle est fausse, peut, reçue de travers, contribuer, nous déterminer à désarmer, donc à ne rien faire. Ce qui ne rend pas l'idée vraie pour autant, mais atteste simplement que les déterminations à agir étaient tout à fait inexistantes, ou trop faibles pour passer le moindre obstacle, même imaginaire. Lorsque le désir d'action est impérieux, il nous donne cours et se moque bien de savoir si l'action est libre ou nécessaire, si le déterminisme est un fatalisme ou quoi que ce soit de ce genre. Et si ce désir est impérieux, c'est qu'il a été déterminé avec ce qu'il faut d'intensité. L'expression courante qui dit « c'était plus fort que moi » n'en restitue-t-il pas à sa manière la nécessité? En réalité, montre Spinoza, mis à part la troncature imaginaire produite par l'ignorance des causes qui nous déterminent, nous sommes d'autant plus portés à croire en la contingence et en notre liberté de choix que la balance des affects en nous est tangente. L'un des deux affects opposés en balance l'emporte mais de peu, ou bien un affect est là mais modéré et susceptible d'être aisément défait. Et c'est cette indécision et cette faible intensité passionnelle qui nous ont donné l'impression fausse d'un libre décret de l'esprit là où le primat écrasant d'un affect était plus fort que nous. De là que les hommes croient pour la plupart que nous ne faisons librement que ce à quoi nous aspirons légèrement, parce que l'appétit pour ces choses peut aisément être réduit par le souvenir d'autres choses que nous nous rappelons fréquemment et que nous ne faisons pas du tout librement ce à quoi nous aspirons avec un grand affect et que le souvenir ne peut apaiser. Éthique 3.2 Scoli. Mais qu'une détermination l'emporte de peu ou de beaucoup, c'est toujours une détermination. Et l'idée que certaines seraient plus fortes que nous laisse entendre, à contrario, que nous serions plus forts que certaines autres, n'a simplement pas de sens. Toutes opèrent en nous selon leurs forces relatives, et les plus puissantes feront la résultante. Éthique 4.7. Ouais. Typiquement, Bernard Lahire, ça pourrait être bien à lire après, pour le coup. Donc du coup...
du coup, pour reprendre. Là, concrètement, ce qu'il nous raconte, c'est en fait, tout est déterminé. Parfois, en fait, il faut juste prendre conscience que vous avez plusieurs trucs qui déterminent en même temps. Et donc, comme il y a plusieurs trucs qui déterminent en même temps, en fait, c'est juste qu'il y en a un qui va prendre le pas sur les autres, un mélange, etc. Nous, on est toujours soumis à ça. Finalement, tous vont être plus forts que nous. Justement, croire que finalement, on va être plus fort, c'est débile. Bon, ça reste dans la même veine de ce qu'il nous a dit jusqu'à présent, hein. Encore une fois, on revient dans l'idée aussi, c'est l'idée déterministe, hein. On est déterminé, non, en fait, c'est toujours pas le cas. Enfin, vraiment, pour moi, c'est toujours pas le cas, parce que c'est pas ce que montrent encore une fois les connaissances. L'état des connaissances ont tendance à montrer que oui, il y a des structures, de fait, et moi j'appelle ça des structures, parce que notamment c'est ce qu'on dit en sciences humaines et sociales, mais il n'existe pas forcément des déterminismes, il existe des déterminants, des éléments qui vont nous pousser dans une direction, mais le fait est que on a une marge de manœuvre, c'est un constat, on n'est pas juste soumis à des choses, on est soumis à des choses et on a la possibilité de se diriger dans une direction ou dans une autre quand même. Et ça, encore une fois, c'est pas basé sur Jean Spinoza cané depuis 4 siècles. C'est basé sur des recherches qui ont été faites il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, vraiment rester sur cette vision du non mais t'es caté même quand tu crois qu'en fait t'as choisi, t'as pas choisi. Bah non. Bah non. Genre vraiment, on s'en fout en fait des sciences humaines et sociales qui ont été faites depuis. Enfin, je vais vous renvoyer encore une fois à la lecture qu'on a fait avant. La lecture qu'on a fait juste avant, c'était en toute puissance. On a énormément de chapitres qui développent tout ça, justement. C'est pas pour rien que ça s'appelle en toute puissance. On revient justement sur le fait qu'il y a des éléments déterminants, oui, mais que ce ne sont pas des déterminismes. Ils vont nous axer, ils vont nous pousser dans une direction, mais nous avons la possibilité de leur dire non. On peut réagir. Et cette réaction, ça va être par un effort de réflexion, de déconstruction, de repensée, d'échange avec autrui, de différents contextes, de plein de choses en fait. Mais c'est pas un déterminisme en fait, c'est pas deux déterminismes qui sont chacun en train de se faire la bourre et puis c'est lequel des deux qui passe devant. En fait, lui, il cloisonne à mort pour être solide dans sa pensée, alors que bah non, ta seule référence, encore une fois, c'est Spinoza. Et il continue à nous citer Spinoza comme si c'était un espèce de livre religieux, là, à chaque fois, entre parenthèses, éthique 4, 7. Juste avant, c'était quoi? Éthique 2, éthique 3 de Scully. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'il cite une Bible. Ça me fume ça. Enfin, c'est... Et en fait, le problème, c'est qu'en mettant ça, tu ne permets pas, pour le coup, de justifier le pourquoi tu cites ça pour le valider. Qu'est-ce qui, là, permet, dans éthique 4.7, de justifier, de valider ça, en fait, concrètement? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, permet de dire, oui, ça valide cette manière de voir les choses, ça valide le truc en disant, bah là, il y a tel élément qui le montre. Si c'est juste Spinoza qui a écrit son truc, comme ça, bah ça sert à quoi? Enfin, c'est son opinion, très bien, et alors? Son opinion, tout le monde en a une, hein. Et après? C'est comme la morale, hein. Tout le monde a une morale. Très bien. Enfin, vraiment, faut te dire merci pour ça, quoi. Enfin, on tourne en rond, ouais, voilà. Le fatalisme n'est pas le déterminisme, rien de nouveau, ouais, oui. Ouais. Bref, je continue. Ces déterminations les plus puissantes sont-elles celles du passage à l'acte politique, de l'engagement d'une action collective de transformation ou bien de l'abstention? C'est ce qu'on verra ensuite. Mais la conversion du déterminisme en fatalisme est une erreur de point de vue. Oui, mais enfin bref. Certes, du point de vue de l'entendement infini de Dieu, tout est déterminé. Cependant, le point de vue des hommes est celui de l'entendement fini, c'est-à-dire des idées mutilées, tronquées. C'est pourquoi, à l'image de leurs actions, qu'ils croient libres, parce qu'ils en ignorent les déterminations, la politique leur apparaît comme un monde de contingences et de possibilités. Pourquoi également l'idée du déterminisme leur est déprimante ou démobilisatrice. On pense inévitablement à la prophétie marxienne de l'avènement nécessaire de la révolution, dont la force de nécessité même semble dispenser les hommes de toute action pour le faire advenir, comme si la révolution était agie
par une force suprahumaine, celle de la nécessité historique précisément, dont les hommes finalement n'auraient qu'à être les spectateurs. Mais là, typiquement, il parle pas de déterminisme, là tu parles de fatalisme, en fait. Que vient faire Dieu là-dedans? On l'a pas invité. Alors ça c'est normal, ça c'est Spinoza. Spinoza, il parle de Dieu beaucoup. Donc c'est normal. Voilà. Dieu est nature, donc voilà, c'est parce que c'est la pensée de Spinoza. Ça, c'est uniquement parce que Vordon est incapable de penser par lui-même autrement qu'en parlant de Spinoza. Donc du coup, bah, il fait référence à Spinoza, donc il fait référence au cadre de pensée de Spinoza, donc il fait référence à Dieu. Voilà. Parce que Spinoza, encore une fois, son travail, c'est autour de Dieu. Donc bah du coup, tu peux pas y échapper. Je reprends. Mais c'est là le genre d'aberration, au sens quasi optique du terme, qui vient typiquement de la confusion des points de vue. Les hommes commentant depuis une position de surplomb, c'est-à-dire de l'extérieur du système. C'est une blague. Non mais tu dis ça et t'es incapable de... Regardez le chat trop mignon plutôt. Regardez comme le chat est trop mignon avec ses petites papates en l'air là. Oh, elle est trop belle, ma petite fifille. Bon, je reprends. Excusez-moi. J'ai été trigger par le... c'est ce que prennent comme position les hommes en surplomb. Ça m'a trigger fort. D'ailleurs, Litena, avoue, c'est mon titre qui t'a attiré. Non. C'est là le genre d'aberration, au sens quasi optique du terme, qui vient typiquement de la confusion des points de vue. Les hommes commentant depuis une position de surplomb, c'est-à-dire de l'extérieur du système, ce qu'ils font depuis leur position au ras des choses, c'est-à-dire à l'intérieur du système, et plus encore, ne cessant d'importer le point de vue de l'extérieur dans leurs vues et leurs actions de l'intérieur, en quelque sorte en dédoublant et en se regardant faire. Or, il est certain qu'à trop se regarder faire, on cesse de faire, on ne fait plus que se regarder, ne faisant plus. Non mais sans déconner, mais tu te regardes dans un miroir de temps en temps, Lordon? Parce que là... Là quand même... Le dédoublement contemplatif se résout en absorption dans la contemplation, c'est-à-dire en arrêt de l'action. La prophétie marxienne, comme point de vue de l'extérieur, importé mal à propos de l'intérieur, a aussi conduit à sa forme spécifique et paradoxale d'aquabonisme. À quoi bon se fatiguer dans de rudes entreprises révolutionnaires puisque l'histoire œuvre pour nous? Oh là là, oh ça me fume. J'en profite pour faire un petit shootout au passage pour notre camarade Litena, justement. Hop, shootout. Alors si je marque l'eau, ça va pas marcher. Lit, j'ai dit. Oh non mais. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit follow chez Litena, petite chaîne fort sympathique où on parle notamment de littérature et de Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que je faisais une vanne d'ailleurs sur le fait du coup de mon titre qui pouvait éventuellement l'avoir trigger. En effet, vous faites évidemment aussi du jeu vidéo, comme là apparemment la dernière fois du Road 96. Vous avez également des matinées détente, travail on va dire. Vous regardez un toutou qui fait sa vie et vous voyez du coup tranquillement le toutou faire sa vie. Vous profitez de la matinée et c'est bien. Voilà. Bon, je l'avoue que généralement je peux pas être là parce que je suis en live de mon côté aussi. Voilà. Je pense que c'est de ton côté. J'ai aucune perte d'image, aucune image ralentie. Donc je pense que c'est de ton côté Barbara. Je sais pas si du coup vu que ça freeze tu m'entends. Mais j'ai 0 perte d'image et c'est depuis 2h07, 5 images ralenties. Donc je pense que a priori c'est pas de mon côté. Ouais, hein, c'est bien ce qui me semblait, hein, ça me semblerait étonnant. Vu que moi j'ai les retours de stats, normalement si ça... Hop là, pardon j'ai mis un coup dans le micro. Si ça plantait, normalement je devrais le voir. Bon, pour reprendre sur ce qu'il nous raconte, en fait il nous dit le déterminisme c'est vrai, c'est comme ça, c'est le déterminisme. Sauf qu'après il nous dit bon le déterminisme c'est pas la fatalité. Oui. D'accord. Soit, enfin oui, très bien. Mais en fait ça ne valide pas. Et en fait le problème c'est qu'il nous dit le tout est déterminé. Ok. Et après il nous dit bon puisque tout est déterminé, c'est pas du fatalisme. Oui, très bien, mais qu'est-ce qui prouve toujours que tout est déterminé? En fait, le problème c'est qu'il n'y a rien qui justifie que tout est déterminé. Tu nous présentes le monde comme étant déterminé, très bien.
Et juste derrière, en fait, tu ne montres rien qui permet de justifier que le monde est déterminé. Ça se base sur rien. Si Mako déconne aussi, j'ai de gros doutes quant à mes possibilités du jour. Ouais. J'ai physiquement senti mes écouteurs vibrer sur le coup de micro. Je suis désolé, hein, voilà. Et il creusera pas plus? Non, non, parce que là, après, on est à un autre chapitre. Hein. On passe à autre chose. Hein. Donc, non, il creusera pas plus. Il creusera pas plus. Et il passe à autre chose. Voilà, le monde est déterminé, puis c'est tout. Ta gueule. Ah. Bon. D'accord. C'est pas très solide. On va dire ça comme ça, c'est pas très solide. Du coup, je continue. L'histoire est une production. Il a parlé de Bourdieu, viteuf, et justement, bah, il dit que Bourdieu dit que le monde n'est pas déterministe, mais il a tort. Voilà, en gros, c'est ça qu'il nous dit. Il nous parle de Bourdieu et il nous parle de Braudel. Voilà. Il parle de Bourdieu et de Braudel, tous les deux disant que voilà, on a quand même un petit peu de liberté, un petit peu de champ d'action, mais qu'en fait il se trompe parce que c'est une manière de dire que finalement il y a quand même le déterminisme et puis c'est tout. Ouais. Est-ce que tout ce livre ne c'est pas une proposition dans le but à la fin de dire que tout cela ne peut pas tenir debout? Bah, c'est ce que je demande en fait. C'est depuis le début, je me dis c'est pas possible que ça soit autant ça. À la fin il va nous dire mais en fait c'est que de la merde, TKT, c'est débile. Mais j'ai pas l'impression. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est que je connais un petit peu leurs dons quand même. Et le truc, c'est que je vois ces prises de parole. Je vois ces prises de position. Et le souci, c'est que c'est assez cohérent. C'est-à-dire que je comprends qu'on puisse ne pas forcément voir un certain nombre d'éléments qui peuvent trigger. Moi, avec mon bagage académique, avec mon bagage politique, avec ce que je peux vivre au jour le jour, je vois très bien à quoi peuvent conduire un certain nombre de ces prises de position et ces prises de parole. Braudel, c'est le singulier de Bourdieu. Joli. Et en fait, le truc, c'est que c'est totalement cohérent avec le reste de son schéma de pensée. Parce qu'en fait, là, ce qu'il fait depuis le début du bouquin, c'est nous dire le système marche. Le système marche, mais le système est détourné par des mauvaises personnes. Le système marche si on avait les bonnes personnes. Le système marcherait s'il y avait des bonnes personnes comme moi. Et c'est très cohérent avec son melon assez phénoménal, en fait. Parce que c'est ce qu'il fait depuis le début. Il n'y a pas un côté défaitiste dans ce qu'il ressemble. C'est plutôt, voilà, je suis assez d'accord avec Donne la Papade sur la blague. Peut-être qu'il veut se présenter en 2027. Ça sort un peu comme ça. Ça sonne un peu comme ça. Donc, je laisse la porte ouverte. Hein. Encore une fois, depuis le début, je vous dis, si ça se trouve, plus loin, il va nous dire, mais en fait, tout ça, c'est du chiquet, c'est de la merde, et pour ces raisons-là. C'est possible. On part pas sur cette position-là. Mais, c'est possible. Il nous reste encore 80 pages. Vous voyez ? Mais le truc, voilà, c'est que on est quand même sur des comportements qui sont très proches de ce qu'on peut avoir avec un Ruffin, avec un Piketty, avec un Roussel, etc. C'est très, enfin, encore une fois, quand il nous dit plutôt, alors ça, c'était les lives de la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, où il nous dit vraiment texto, il faut un dirigeant. Il faut un dirigeant parce que il y a des gens à diriger. En fait, tu vois bien que dans sa vision des choses, c'est pas une remise en question en fait. Il faut un dirigeant. Pour lui, c'est déterminé. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour diriger les gens. Point. Il ne peut pas concevoir un fonctionnement pérenne où il n'y a pas ça. Et c'est ça qui est éclaté en fait. Parce qu'il le présente comme c'est un état de fait, c'est la nature. Mais c'est pas un état de fait, c'est pas la nature. C'est une construction sociale. Comme quasi tout ce qui nous entoure en fait. Et donc de fait, c'est très discutable. Parce qu'il va justifier un certain nombre de choses, et ça je l'ai vu notamment dans des entretiens qu'il a eu. Il va justifier que par exemple, un truc que je l'avais vu faire et qui m'avait fait péter un câble. À un moment donné, il avait justifié dans un entretien que en fait, l'anarchie ne peut pas marcher et le monde socialiste ne peut pas marcher parce que, en fait, quand vous regardez les régimes en Amérique latine qui ont tenté de faire des révolutions sociales en mettant en place des fonctionnements notamment d'autogestion, etc., ils n'ont pas tenu dans le temps.
Voilà, ça c'est sa raison et c'est sa justification qu'on ne peut pas faire ce genre de système en dehors d'institutions, etc. Sauf que pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? En fait, c'est incroyable, mais c'est parce que on est dans un monde qui est en grande partie capitaliste, avec des intérêts extrêmement forts et avec des rapports de force extrêmement désavantageux de ce genre de révolution qui se mettait en place. Et que, par exemple, incroyablement, hein, vraiment incroyablement, les États-Unis sont venus faire des blocus économiques, sont venus financer des factions armées pour tuer les révolutionnaires dans ces pays-là. Donc en fait, si ta justification c'est ah bah en fait il y a un gros nazi facho ultra vénère et donc du coup ça marchera pas parce qu'il y a un gros nazi facho ultra vénère, donc vaut mieux bosser avec le gros nazi facho ultra vénère. Bah non en fait. Parce que c'est ça qu'il nous dit en fait. C'est comme ça qu'il développe son idée. Son idée là, c'est de développer la notion que en fait, comme il y a des gens en face qui sont vachement vénères, il faut bosser avec eux. Ça amène à ça comme justification. Ça amène à ça ce genre de réflexion. Et c'est pour ça que pour moi, c'est absolument une pente ultra glissante. Là, c'est pas factuellement ce qu'il a dit, hein, qu'on soit d'accord. Il a pas dit il faut aller absolument bosser avec les fachos, finalement on peut s'entendre. Encore heureux que non. Mais en fait, in fine, sa manière de traiter notamment des personnes racisées, sa manière de parler notamment des femmes, etc., montre bien que pour lui, c'est pas le combat. Pour lui, on peut utiliser ça comme cause, etc., mais c'est pas le combat. Et ça va forcément amener à ce qui se passe à chaque fois systématiquement. Un certain nombre de combats seront laissés de côté, un certain nombre de personnes continueront à être oppressées, parce qu'il s'en fout, parce qu'il n'est pas concerné en fait, parce que ça le touche pas. Ok, il va se battre pour les ouvriers, etc. Allez, très bien, cool. Allez, on suit ses idées, on se retrouve avec un chef de gauche, etc. Cool. Bah ton chef de gauche, ce sera sûrement un mec blanc, probablement hétéronormé, probablement aisé, qui du coup va en avoir rien à foutre finalement de laisser passer sous le bus les femmes, les personnes racisées, etc. etc. Oh non mais Ouria pareil, je suis pas très fan non plus, hein, je vais vous avouer. Mais voilà, il sera surtout le chef. C'est vraiment une posture qui est un peu infernale quoi. Et c'est pour ça que vraiment quand je vois la pente que ça prend, pour moi ça pue la merde. Et pour moi on n'est même pas sur un côté défaitiste ou quoi. Pour lui il est juste en train d'écrire sa vision du monde idéal. Sa vision du monde idéal c'est si lui ou quelqu'un comme lui était chef, tout irait bien. Tout irait bien parce que de toute façon les personnes qui n'y vont pas bien, bah, ils sont toujours pas les personnes concernées. Voilà. Donc ouais, c'est à chier. Voilà, je suis désolé, hein, je suis un peu vulgaire, mais enfin ouais, non, ça me fait péter un câble. Hein. Ça me fait péter un câble de voir ça, quoi. C'est très bonapartiste comme posture, le sachant qui guide le peuple, la fusion des élites et du peuple sans avoir la misère sous ses pieds. Mais oui, et ça c'est quelque chose qu'il a déjà dit, qui ça? Plutôt dans le récit, enfin j'appelle ça récit, vous voyez, limite j'appelle ça de la fiction, quoi, tellement c'est éclaté, c'est un peu triste. C'était la semaine dernière, il nous disait qu'on avait besoin d'un chef, parce que là le problème c'est que les chefs en fait en position sont du coup des personnes qui ne sont pas pour s'occuper du peuple. Mais si on avait un chef qui était là pour s'occuper justement des peuples, tout irait bien. Parce qu'il aurait tous les pouvoirs pour s'occuper des gens, pour leur propre bien. Et ça, vraiment, c'est la vision de ce qu'on appelle le tyran éclairé. Si t'as un roi qui a tous les pouvoirs, mais que c'est quelqu'un qui est gentil, bah tout va bien. Et là, tu te dis, ben non, mais c'est vraiment pas possible en fait. C'est vraiment éclaté. Surtout que texto, il te dit dans le truc que il serait notamment en mesure d'imposer les choses que le peuple ne veut pas voir arriver parce qu'il sait que c'est pour leur propre bien. Ouais. Comment est-ce qu'il estime que c'est vraiment quelque chose de bien pour le peuple du coup si le peuple n'en veut pas? Enfin voilà, je pose ce genre de questions, mais c'est important à se poser comme quand même quoi. Donc vraiment c'est pas ouf quoi. Le despote éclairé, c'est quand même très très la merde. Mais ça correspond très bien à ce genre de pensée, parce qu'encore une fois, on est basé sur Spinoza. Non, justement, c'est le moment où c'était pas l'exercice mental. C'est le problème. C'était clairement pas en mode exercice mental. Justement, c'était la partie où il disait, mais que se passerait-il si on avait du coup quelqu'un qui était avec la volonté de vraiment s'occuper du peuple, etc. Alors on verrait ça, on verrait ça. On voit que c'est pas l'exercice mental. Alors si techniquement c'est un exercice mental, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas, enfin c'est vraiment en mode, il voudrait ça. Bah non, c'est le bouquin, c'est le live de la semaine dernière. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu la rediff qui est posée. Je saurais pas
te dire quelle page ni quel timing ça sera. Parce que en fait, je fais des VOD qui sont à peu près d'1 heure et quart dans ces eaux-là, à peu près. Donc je t'avoue que je sais même pas quel VOD ça sera, mais c'était le live de la semaine dernière, pour le coup. Donc, mais je saurais pas te dire plus parce que bah, déjà c'est la semaine dernière, donc j'avoue qu'il s'est passé une semaine où j'ai pas lu l'ordon et c'était très bien. Je saurais malheureusement pas te dire plus que ça. Ah ok, je crois que c'était une prise de parole. Non, non, c'est les affects de la politique. En fait, il y a un passage où il nous explique que concrètement, la politique, c'est pas c'est pas un problème en fait, ça marche pas si mal que ça. Le seul problème en fait à l'heure actuelle, c'est que ce sont des personnes plutôt avec des visions et des cadres très élitistes, etc. Donc clairement, il fait comprendre en gros, c'est des droitos, c'est des réactionnaires qui sont au pouvoir, qui du coup détournent les outils pour leur intérêt de classe, pour leur intérêt à eux. Et qu'en fait, il faudrait laisser plutôt ce genre d'outil qui est utile, qui est pratique, à des personnes plus adaptées, des personnes qui partagent une vision plus proche du peuple, etc. Mais ces outils tels quels, en gros. Et c'est ça où en fait tu vois vraiment cette vision éclatée du despote éclairé, parce qu'en fait il t'explique que ce qui est important, c'est pas de remettre en question le système. Ce qui est important, c'est de remettre en question la personne qui actuellement est sur le trône. Mais l'idée d'avoir un trône n'est pas un problème. Or, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Enfin, encore une fois, moi, je vous le cache pas, je suis anarchiste. Hein, donc, partant de là, vous me dites, venez, on va mettre quelqu'un sur un trône, je vais vous dire non. Ou alors, c'est une guillotine ton trône. Mais, mais voilà quoi. Donc, c'est vraiment. C'est pas exceptionnel quoi. C'est pas exceptionnel, je trouve. Mais bon, bref, je refocus, ficus, je reprends. L'histoire, hop là, pardon, j'ai mis encore un coup dans le micro, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Hop. C'est-à-dire que dès la Révolution, les bourgeois ont vérolé le fruit. Si on J'en ai pouvait les rien à dégager, on secouer, pourrait je suis faire une anarchiste république qui et roule. je voudrais Bah, foutre en même- l'air toute la société capitaliste. Même une république, pour moi, on n'est pas forcément bon parce qu'une république, si c'est pour avoir un système, du coup, tu élis des représentants qui sont quand même du coup d'une classe sociale. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça va quand même me poser problème. Ça va quand même me poser problème. Par contre, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit là, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était quoi, il y a un chapitre ou deux. Quand il parlait pour une fois de trucs où j'étais d'accord, il disait que ce qui est important, c'est que les personnes qui ont la situation de pouvoir, que ce soit des représentants ou quoi, si on passe à notre système, ou des gouvernants, comme on est dans notre système à nous, s'ils sont proches des gens, s'ils voient les gens, alors ils pourraient avoir de l'empathie qui s'enclenche, et ce serait bien. Oui, ce serait pas assez, mais oui. Pour moi, il faut surtout de la prise de décision collective, en fait. Il faut arrêter avec ce mythe et avec cette croyance qu'il faut absolument quelqu'un pour diriger. Non. Éventuellement, moi qui suis notamment issu quand même du bagage universitaire des sciences humaines et sociales et plus spécifiquement du cadre du travail, parce que moi je suis psychologue social du travail et des organisations, mon objet d'étude c'est le travail. Un truc qui marche très bien, c'est d'avoir un coordinateur, c'est-à-dire une personne qui à un moment donné, pour une mission donnée spécifique, va avoir la position du décisionnaire final. Parce que il faut effectivement de temps en temps pouvoir trancher. Mais il faut que cette position de coordinateur soit extrêmement courte dans le temps pour une tâche donnée, qu'elle soit totalement révocable à n'importe quel moment, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas avec des systèmes tels que lui le voit. Lui, il dit bien que non, il ne faut pas le révoquer. Parce que dans un système tel que là, moi, je le vois et tel que je le promeus quand je vais en entreprise, c'est par exemple que si vous avez quelqu'un, admettons, hein, qui veut faire passer une décision contre la vie générale parce qu'il estime que c'est le bien pour tout le monde, ça ne puisse pas passer. Il faudrait que ça ne puisse pas passer. Il faudrait qu'on puisse le démettre de cette position. Or, lui, c'est pas ce qu'il veut. Lui, au contraire, ce qu'il dit, c'est que justement, à ce moment-là, ce qui va être important, c'est que la personne puisse faire passer cette décision. Puisqu'il estime que c'est ce qu'il faut faire, il faudra que ça puisse passer. Quoi Non mais attendez, il y a un peu trop de choses là. Une 49.3 sauce Lordon, c'est un peu l'idée, ouais. Donc vraiment, c'est pas un truc qui passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit encore? Résu, la théorie du trône électrique. Allez, chaud. C'est le cancel du livre ou pas encore? On fait que ça de cancel le livre, systématiquement, constamment. Résu a ignoré les compliments de Niels. Non, j'ai fait ça, moi? Non. La décision rapide et simple, c'est mieux d'être seul. La décision complexe, c'est mieux d'être plein. Exactement. En fait, vous avez notamment ce qu'on appelle le gel de décision qui est extrêmement dangereux et qui est quelque chose qu'on constate systématiquement quand vous avez des prises de décision seules. Quelqu'un qui prend des décisions seul peut prendre une décision rapide. Voilà, c'est un constat. Le problème, c'est que vous avez ce qu'on appelle le gel de décision. Plus quelqu'un a pris une direction, moins il sera susceptible de remettre en question cette décision. Quand bien même, ce serait une très mauvaise décision.
C'est ça qui est rigolo. C'est ça aussi qui fait que les entreprises se cassent la gueule salement. Par exemple, prenons un Musk. Il peut prendre des mauvaises décisions et rester dans ses mauvaises décisions. Et plus il s'enfoncera dans ses mauvaises décisions, plus il prendra ses mauvaises décisions. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a un investissement. Un investissement, on va dire, cognitif, un investissement émotionnel, un investissement en ressources, etc. Plus tu as investi, moins tu es susceptible de remettre en question cet investissement, puisque tu as investi. Incroyable. Et donc, quand tu es seul à prendre la décision, bah, c'est ce qui se passe. Ah là là, dommage. Donc, en fait, il vaut mieux prendre des décisions à plusieurs, parce que, incroyablement, quand tu es à plusieurs, eh ben, tu casses le gel des décisions, par exemple. Enfin, tu peux. Après, si vous êtes un groupe de 3 pélos et que du coup vous prenez la même décision, bah, vous allez mettre en place le jet des décisions aussi. Mais dans l'idée, plus il y a de gens pour prendre une décision ensemble, et plus non seulement vous empêchez le jet de décision d'une part, mais en plus vous pouvez avoir des points de vue différents qui vont du coup faire apparaître peut-être des faiblesses dans la réflexion de base, incroyable, et donc du coup permettre d'avoir de la profondeur, de la richesse dans la décision prise, incroyable. Bref, c'est intéressant de prendre la décision en plusieurs. Ah oui, d'accord. Pas mal, le film aussi, mais touche-moi le cul, prends-moi. Ah non, mais planter l'alerte. C'est bien, mais dans le tout c'est mieux. Planter tout c'est mieux, oui. Bon, l'alerte a demi pété, hein, je suis désolé. Musk, ça veut devenir un modèle en psychologie des entreprises. Ah bah ça, là, il est très doué pour illustrer notamment tous les petites dérives qu'on peut trouver dans le monde du travail. Ah, il est compétent là-dedans. Hein. C'est la seule chose où il a une compétence finalement. À part être une sombre merde, bien sûr. Ça aussi. Ça aussi. Comment définition et mise en œuvre de la chose publique? Tout ça doit être une réflexion commune et non d'une élite. Exactement. Petite dérive. Oui, oui, je suis sympa. Je suis sympa, vous avez vu. Je suis quelqu'un de sympa de moche. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Attendez, mais je rate des messages, moi. Pop. Pour la page, je me bats tous les jours quasiment pour faire des connaissances, faire sortir des connaissances du il faut un chef. On leur a tellement appris des petits trucs que c'est hyper dur de les déconstruire. Ouais, complètement. On me considère enfin, mais je vous ai toujours considéré, voyons. Pop. Où est-ce que j'ai raté des choses? Musk est con et pétant, on est d'accord. Je me suis fait snobber aussi, mais je t'ai pas snobé, Glitch, voyons. J'avais 2-3 trucs à faire après ma douche. Il se peut que j'en ai fait aucune car perdu en route. Ah merde. Mais au moins tu es douché. N'est-ce pas? Je suis revenu pour une raison que ma raison ignore. Bienvenue. C'est le déterminisme selon Spinoza. On voit ça que tu rates des messages. Mais qu'est-ce que j'ai raté encore? J'ai raté tout cramé. Tout ça pour nous parler de Musk et de leurs dons? Non. Je parlais de Tron et j'ai dit, eh ben je range le Tron de la coolitude que je préparais pour toi et t'as rien vu, rien dit. Donc si, gros snobage. Mais non, je l'ai pas vu. Du coup, je viens suivre le live pour continuer à ne pas faire ce que j'ai à faire. C'est une bonne stratégie. Bienvenue, re-bienvenue à nouveau. Je reprends la lecture, ceci dit. Courage. Allez, ça va bien se passer. Donc, l'histoire est une production, nous dit-il. L'erreur est donc conceptuelle. Elle a même un nom bien répertorié, l'hypostase. L'hypostase est la figure consistant à transformer une abstraction en entité substantielle et agissante. Par exemple, l'histoire. L'histoire est le nom d'abstraction sous lequel nous récapitulons toute une série de processus concrets. Mais c'est une abstraction, qui ne saurait donc se prévaloir de la puissance des processus qu'elle ne fait que nommer. L'histoire n'est pas une puissance. Ce qui est une puissance, ce sont les hommes qui font l'histoire. Je t'ai lu, Barbara. Alors, évidemment, je vous le redis, hein, parce que les gens ont tendance à l'oublier. Pourquoi est-ce que parmi les choses, je trouve que notamment notre petit Lordon est un miso? Parce que voilà, typiquement, l'histoire, ce qui est puissance, ce sont les hommes qui font l'histoire. On n'est pas sur homme écrit avec un H majuscule, on n'est pas en train de parler des humains. Systématiquement, il ne parle que d'hommes. Systématiquement, il ne fait que genrer masculin. Systématiquement, il parle d'hommes, de pouvoir, etc., etc. Systématiquement. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui font que pour moi, on est sur un mec pas très utile à écouter.
Donc j'entends bien, hein, quand il y a des gens qui me disent, qu'ils apprécient en soi ce qu'il peut dire et cetera. Le problème en fait, c'est que systématiquement, vous voyez que cette construction-là, cette manière de présenter les choses quand vous êtes censé être un penseur, ça relève pas du hasard. Si vous invisibilisez des gens, c'est pas sans raison. Si vous les mettez de côté, quand vous considérez par exemple que les personnes racisées ne servent que d'épouvantail pour le peuple, de fait vous les mettez en dehors du peuple, vous les mettez à côté, vous participez à ces mécaniquement. Enfin, vous êtes intrinsèquement en train de participer à ces mécaniques-là. Et c'est le problème, encore une fois, parce que ça veut dire, et ça le montre, hein, que vous serez les premiers à les foutre sous le bus. Parce que vous n'êtes pas concernés et que vous vous en battez les reins. Systématiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Mais non, j'ai vu ton arrivée, arrête. Non, allez. Allez. Arrêtez. Allez. Allez, on Belly Résu, elle nous aime plus. Mais si, je vous adore. C'est pour ça que je vous lis du Lordon. Non, mais ça, c'est juste la faute de la typographie. Hein. Sinon, avec des H majuscules, bah, le bouquin est pas rentable. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bon, je reprends. Et de même, nous rappelait Spinoza que le concept de chien n'aboie pas, le concept d'histoire n'agit pas. Il n'y a pas d'histoire sans l'action des hommes pour faire l'histoire. Toujours les hommes, évidemment. Sauf à lui inventer des qualités occultes. L'histoire n'est pas en elle-même une entité productrice. Elle est le résultat d'une production. Si, par exemple, les hommes veulent qu'ils s'écrivent une histoire révolutionnaire, ils ont intérêt à faire la révolution. Ou plutôt, il n'y aura une histoire révolutionnaire que si les hommes ont été déterminés à faire la révolution. Et rien que ça, c'est éclaté. Pardon, mais on va reprendre les choses dans l'ordre. Rien que ça, c'est éclaté. Parce que, en fait, qui c'est qui fait l'histoire? Qu'est-ce que l'histoire? C'est produit par les gens qui actuellement font ce travail-là. Or, devinez un truc incroyable et étonnant, c'est que les gens qui font l'histoire, du coup, ce sont des personnes qui sont biaisées parce qu'elles grandissent dans des sociétés avec des visions incroyables. Donc, par exemple, il peut y avoir des révolutions, on va prendre un cas vraiment par hasard, on pourrait dire des révolutions, par exemple, anarchistes et sociales qui se passeraient, par exemple, en Amérique latine, par hasard, hein, voilà. Et qui feraient que, potentiellement, les productions d'histoire, éminemment mises en avant, provenant de, par contre, de sociétés en fait patriarcales, capitalistes, racistes, etc. On aurait tendance à juste complètement s'en battre les reins et à dire qu'en fait c'est pas vraiment de révolution et qu'en fait ça n'existe pas, etc. etc. Sun TM, on va reprendre. Hein. Bah, en fait, juste avant, on a lu. Alors, t'as raté ça par contre, Lilith. Je pense que t'es arrivé après, malheureusement. On a passé 1 an et demi à lire En toute puissance, qui est écrit par V6, et c'était incroyablement bien. Voilà, c'était tellement bien. Oh bordel. Donc je pense qu'effectivement on va reprendre la lecture de Meuf, hein, parce que voilà, hein, ça serait bien. Mais si jamais ça t'intéresse, du coup n'hésite pas à prendre la chaîne YouTube. Tu as les lectures de sciences humaines et sociales qui sont dessus. Tu as notamment donc En toute puissance qui est écrit par V6, qui est exceptionnellement bien. Et donc une autrice de qualité. J'ai pas raté, mais ça me manque. Je suis désolé. Tu as également la lecture qu'on avait fait encore avant, qui était les planeurs. Alors les planeurs n'ont pas des petits outils pour planer dans le vent, tout ça. Les planeurs, ce sont les managers à distance. Les managers qui vont manager, qui vont encadrer un travail qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne produisent pas, et qu'ils font depuis des bureaux parfois très éloignés, voire de l'autre côté de la France, par rapport à la situation qu'ils encadrent. Qui est très bien, écrit également par une meuf, alors j'ai oublié son nom par contre, je suis désolé, parce que ça remonte à 2 ans maintenant, mais qui était très très bien. Tu veux dire que nous ne sommes que des raclures plus ou moins bien formés venant de ce bidet du nom de société. Sans aucune pitié, je suis désolé. Non, les planeurs, c'est pas les avions sans moteur. Non, les seuls qui planent à des hauteurs improbables grâce au vent, c'est Lordon et compagnie. Ouais. Sur Discord, ça propose lecture érotique de Chiappa. Pardon. Non. Non. L'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs, elle est écrite par les bourgeois. Oui. Je reprends.
S'ils sont déterminés à se regarder ou à croire que l'histoire fait le travail pour eux, il est à craindre que leur action manque d'intensité, ne soit pas très révolutionnaire, donc qu'il n'y ait pas beaucoup de révolution. Pardon. On va la refaire. On va la refaire. Bonjour Cortal, j'espère que tu vas bien. Si bien que possible en tout cas. S'ils sont déterminés à se regarder ou à croire que l'histoire fait le travail pour eux, il est à craindre que leur action manque d'intensité et ne soit pas très révolutionnaire, donc qu'il n'y ait pas beaucoup de révolution. Là il nous dit, en gros si t'es un révolutionnaire mais que t'es en carton, parce que tu t'attends à ce que les gens fassent la révolution à ta place, fassent l'histoire qui dit que c'est la révolution. Si t'attends que les gens te disent là c'est le moment, c'est la révolution, bah ça se passera pas. Oui. Ok. On n'a pas la vertu révolutionnaire. Non, mais voilà, t'es révolutionnaire, bouge-toi. C'est un peu ça. Bah, le problème, c'est la formulation, elle est quand même bien éclatée. Elle est quand même bien éclatée. S'ils sont déterminés à se regarder, sachant que lui, il fait que ça, de se regarder le nombril, vous trouvez que Lordon, il fait très la révolution? En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il est là un peu avec une position surplombante. En fait, moi, c'est ça qui me pose problème. Hein. Il est avec une position surplombante, très jugeante, alors que c'est ce qu'il fait. Vous voyez ce que je veux dire? Lordon est là pendant les grèves, viteuf. Hein. Faut peut-être pas déconner non plus. Hein. Il n'est pas là pour toutes les grèves. Hein. Il n'est pas là pour toutes les manifs. Il n'est pas là pour plein de trucs. Il y a plein de moments où on l'entend pas, où on le voit pas en fait. Vous voyez? C'est pas parce qu'il est là à 2 manifs très spécifiques qu'il est là. C'est le problème. C'est comme un Ruffin. Si vous me dites, bah non, mais Ruffin, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, il vient à des manifs. Oui, d'accord, sauf qu'il est jamais là, par exemple, pour des manifs féministes. En fait, il est jamais là pour des manifs racistes. En fait, il est jamais là pour des manifs ceci, cela. Bah, ça pose problème. Si vous me dites, ouais, non, mais attends, il était là et là et là. Bah oui, très bien. Et alors? Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la même position. Lordon, bien sûr qu'il est là à des manifs. Encore heureux. Mais il est plus là parce que ça lui a un intérêt pour lui. Ça a un intérêt pour lui parce que ça lui permet de vendre ses bouquins, parce que ça lui permet de le faire mettre en avant, etc. Mais il y a plein de moments de plein de manifs où il n'est pas là, il y a plein de mouvements où il n'est pas là, où il n'est juste pas là, on l'entend pas. Et du coup avoir cette position là, elle est éclatée. Surtout que cette position là éclatée, elle consiste aussi à dire il y a une bonne manière de faire, c'est ça. Et ça c'est de la merde. Te dire ta bonne manière d'être révolutionnaire c'est ça, c'est de faire l'évolution là maintenant. C'est éclaté au sol en fait. Avoir cette position, je trouve ça extrêmement discutable. Et les manifs, c'est pas la révolution. Où est-ce qu'il est quand il y a des mouvements qui se mettent en place, par exemple de résistance? Où est-ce qu'il est quand il y a des blocages, quand il y a des actions où ils viennent péter des banques et compagnie? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Donc en fait, je trouve plus que discutable et ultra surplombante sa position et c'est culotté. C'est culotté de sa part. Coucou Mine, j'espère que tu vas bien. Effectivement, c'est Lord of Fion. Ouais, on est toujours dessus. Et c'est vraiment pas exceptionnel quoi. C'est pas exceptionnel. Et l'un comme l'autre, plein de moments où ils sont pas là et c'est très souvent les mêmes. Oui. Je serais bien curieux de lire Contre Lordon, anticapitalisme tronqué et spinozisme dans l'œuvre de Frédéric Lordon de Benoît Boy Bunel. J'ai pas parlé du tout de ce livre, je ne le connais pas. Vous avez une liste Trône. Attendez. Vous pouvez faire des suggestions dedans, si jamais. N'hésitez pas à faire des suggestions. En fait, la liste Trône, en gros, c'est une liste d'objets, donc principalement des livres, et où vous pouvez du coup tout simplement acheter vous des livres que du coup je reçois et que je peux vous faire ensuite la lecture commentée.
Donc typiquement, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein, vous avez une option pour ça. Vous pouvez faire justement une proposition d'ajout à la liste. Alors ça n'apparaîtra que si je valide l'ajout, mais voilà, vous pouvez déjà faire ça comme ça. Éventuellement, ça peut être intéressant d'aller se pencher là-dessus. Parce que là, comme ça, Benoît Boïbunel, ça me dit quelque chose, mais son livre particulièrement pas du tout. J'avoue que je ne sais pas. Et bonjour Kiriksugu, j'espère que tu vas bien. Ça a l'air drôlement intéressant tout ça. Je sais pas, hein, voilà. Je sais pas si c'est particulièrement ou drôlement intéressant, j'ai un doute. Mais en tout cas, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Par contre, j'ai vu que tu as mis le dernier Lahir. Effectivement, j'ai mis le dernier Lahir. Tout à fait. Tout à fait. Comment ça, tu valides l'ajout? Oui. La gauche, la droite, TKT. Bon, j'ai une préférence pour la gauche quand même. Je reprends. Donc, blablabla, c'était ici. Grâce au ciel, l'affliction réflexive est surtout le propre des intellectuels qui ne forment pas le gros des troupes. Non mais on est d'accord qu'il se vise lui-même ou bien? Les masses en colère s'adonnent à leur colère plutôt que de se regarder en colère et par là de cesser rapidement de l'être. Mais ça aussi s'est éclaté au sol. Les masses en colère s'adonnent à leur colère plutôt que de se regarder en colère et par là de cesser rapidement de l'être. Genre please. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel, hein. Bah c'est ultra classiste en fait, ça revient sur exactement la même chose qu'il nous avait dit. Alors ceci dit, on n'est pas étonné, hein. C'est ce qu'il nous dit au début du bouquin. Au début du bouquin, il nous disait, mais de toute manière, il faut bien prendre conscience que le peuple il est en colère, le peuple il est émotion. Donc comme le peuple il est émotion et que le peuple n'est que émotion, il n'est pas capable de faire de réflexion, c'est pour ça qu'il faut des dirigeants. Parce que les dirigeants, eux, peuvent s'éloigner de leurs émotions. Et du coup, comme ils peuvent s'éloigner de leurs émotions, ils peuvent prendre le temps de réfléchir et de prendre les bonnes décisions. Pour du coup faire bouger les masses d'émotions, les masses en colère, dans le bon sens, quoi. Et là, il revient exactement sur la même chose. Et il nous dit, bah, les masses, en fait, c'est que des masses en colère. Donc elles font la colère, elles vivent la colère. Et puis voilà. Elles sont pas autre chose, elles n'ont pas de réflexion, elles vont pas regarder à plus long terme ce qu'elles ressentent, à quel point est-ce qu'elles subissent, quoi. Non, non, juste elles sont en colère. Bref. Et coucou Suze, j'espère que tu vas bien, que tu te portes aussi bien que possible. Par pitié, Résu, tu veux combien pour arrêter de lire ce truc? En fait, si Lordon est si adulé, c'est parce que personne ne comprend rien à ce qu'il raconte. Ça me fait très peur parce que des gens vont essayer de le mettre au pouvoir et s'étonner ensuite que ça se passe mal. Ah, c'est un peu le problème. Et c'est exactement le problème qu'on a sur des gens comme Ruffin et comme plein d'autres gens en fait. Qui prennent une place prépondérante parce qu'ils vont surfer sur un certain nombre de thématiques, ils vont savoir avoir le bon mot à certains moments, mais que finalement, personne ne prend le temps de vraiment analyser ce qu'ils disent. Et qui ne voit pas l'énorme écueil qu'il y a en plein milieu. Typiquement, un Ruffin qui, étonnamment, quand il faut parler de sexisme et compagnie, bah finalement, il n'y a plus personne. Étonnamment. Ah oui, mais attendez, mais il parle bien, il parle au peuple. Ah ouais, très bien, ouais. Et en fait, il parle pas au peuple. Il parle à un peuple. À un parmi d'autres. À une petite section du peuple. Mais en fait, il parle pas à plein d'autres. Oh, étonnant. Mais on n'en parle pas, on s'en fout. Bah non, bah là, il a été gentil quand même. C'était sympa. Et un Lordon, c'est pareil. Lordon, alors lui, en plus, comme il utilise plein de jolis termes, un petit peu empoulé et tout, ça joue aussi énormément. Parce que bah du coup, il est dans cette situation où il est présenté comme « Oh, quel gros penseur, que de réflexion, c'est incroyable. » Mais en fait, si tu vides un peu ça, si tu appuies un petit peu sur l'ampoule pour la vider de son air, tu te rends compte que c'est qu'une baudruche. Et au fait, au fond, tu retombes sur un discours qui est très classiste, qui est très vieux, qui est complètement éclaté quoi. Ruffin, quand il faut parler de sexisme, de racisme, de transphobie, oui, c'est vrai qu'on peut ajouter. Hein. Il n'est pas là. Hein. Il est pas là. Hein. Il a même précisément dit sur le cas d'ailleurs de la transphobie
que c'était pas le moment où il fallait combattre en fait, on avait autre chose à faire. Que on risquait de braquer des gens en fait. Donc en fait, la transphobie, on va laisser ça de côté. Donc c'est même pas qu'il est pas là. C'est que sciemment, il nous dit non, non, je m'en branle. Sous le bus. Ah ouais, eh bah écoutez, c'est cool. Hein. Après, c'est pas plus mal qu'il la ferme des fois. Ah bah ça, oui. Oui, non mais c'est sûr que si c'est pour qu'il la ferme plutôt qu'ils nous disent ah mais vous pouvez aller sous le bus, en fait je m'en fous. Oui, oui, je préfère qu'il la ferme. Mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Ça met les choses à plat, tu vois. Au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Ça donne d'autant plus envie de lui lancer des pavés dans la tronche, mais voilà. Alors désolé, mais moi, pour trouver ça plus digérable, une lecture en ASMR et un fond en clavecin. Mais bon, vous avez pas voulu, hein. Non, on n'a pas voulu le clavecin, c'était trop. La transphobie, la phrase exacte au début de sa réponse, c'était « c'est pas mon sujet ». Ouais. Bah, tout est dit, hein. Tout est dit. Bref. Voilà, à un moment, il faut dire ce qui est. Choisir un leader, c'est choisir sous quel bus on va passer. Et c'est vrai. Et encore une fois, c'est ce que nous dit Lordon. Hein, je ressens sur le livre. Mais Lordon, il nous dit il faut un leader. Il faut juste un bon leader. Un bon leader de gauche qui pense au peuple, etc. Mais il faut un leader. Or, si de fait, tu es dans cette vision-là des choses, tu vas avoir des gens qui vont être mis sous le bus. Ça peut pas faire autrement. Puisque ta vision, c'est de mettre quelqu'un sur un piédestal qui a des pouvoirs plus que les autres, etc. De fait, ça marche pas, quoi. Oui, je pensais à ça aussi, effectivement, Axel, je suis assez d'accord. Personnellement, qu'on soit d'accord, il n'y a pas de parti qui me botte. Hein. Le NPA, c'est parmi les partis qui me bottent éventuellement le plus. Voilà. Mais c'est pas parfait du tout sur beaucoup de questions. Il y a vraiment plein de trucs qui vont pas. Le TDS, par exemple, il y a quand même pas mal d'abolitionnistes et c'est vraiment pas OK. Les questions de LGBT, pareil, c'est quand même globalement bien à la ramasse, clairement. Mais on peut constater un truc. À un moment donné, si on fait remonter l'info, ils sont capables de se mobiliser. Ils sont pas proactifs. Ah, ça c'est clair. Ils sont pas en train de se lancer, hein. Voilà. Mais à un moment donné, si tu viens et que tu leur secoues la chemise, au moins au NPA, entre autres, ils sont capables de se dire ah oui, non, ouais, va falloir se sentir concerné, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça veut pas dire qu'il y a forcément beaucoup d'actions derrière, mais ils ont au moins cette action-là. On reprend un Ruffin, c'est je m'en branle. Et je vous parle même pas des autres. Est-ce qu'on parle de Méluche et de Quatennens? Méluche et Quatennens, quoi. Non, mais il a fait 4 mois sans être député, donc c'est bon, on peut le reprendre. Il a fait son mea culpa. Bah nick, hein. Voilà, donc nick. Donc franchement, l'idée d'avoir un chef, cramez, hein. Cramez-moi tout ça, quoi. C'est bon, on peut passer à autre chose, hein. On peut passer à autre chose, hein. On peut passer clairement à autre chose. Bref. On a une discussion sur la hiérarchisation des luttes sur un stream hier soir et fatigue un peu. Mais oui, il faut pas faire de hiérarchie. Arrêtez de faire des hiérarchies. Tout est important. Tout est important. On peut pas mettre nos ressources partout, nous, individuellement. On ne peut pas. C'est vrai, c'est un constat. Je peux pas être autant sur les VSS que sur la transphobie, que sur le racisme, que sur toutes les oppressions. C'est pas possible. Personne ne le peut. Mais il n'y a pas de hiérarchie en fait. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Elles sont toutes insoutenables. Elles sont toutes à cramer en fait. Toutes. Il n'y en a pas une où on peut se dire ah ça c'est plus important là maintenant tout de suite. Non. Non. Le principe c'est que tous répondent les uns les autres. Donc puisque tous répondent les uns les autres, il faut taper sur tout en même temps. Alors individuellement, on peut pas taper sur tout, très bien, mais ça tombe bien, on n'est pas individuel. C'est le principe, on vit en société. Oh, incroyable. Et donc du coup, puisqu'on vit en société, bah, y a des personnes qui sont touchées plus directement par certaines choses, et qui vont agir, et on est là pour les soutenir. En fait, c'est ça le propos, c'est ça qu'il faut avoir le truc en fait. Sachant que tu as des bases communes à base de libre disposition de son corps, et tu fais d'une pierre 5 coups. Tiens, à propos de Quatennens, il m'est venu un truc rigolo à l'esprit par rapport aux gens qui parlent de faire une primaire au sein de la LFI. Vu les fanzouz, ça conduirait à avoir en tête soit Quatennens, soit Ruffin. Barbara, tu sais qu'on est déjà en train de lire Lordon. Il n'y a pas de nécessité d'ouvrir un deuxième cercle de l'enfer en fait. C'est pas nécessaire. Hein. Vraiment, hein, on est déjà bien. Hein. Ça suffisait, hein. C'était pas. Vraiment, non.
Je pense que c'était pas... Ouais, non, on peut s'en passer. Bon, reprenons. Lecture. Que je t'aime, n'est-ce pas, lecture? Sauf quand elle est surdéterminée à la mise en abîme réflexive, la détermination n'est donc à l'origine d'aucun désarmement de principe. Elle est ce qui fait agir quand elle est détermination à agir, et ne pas agir quand elle est détermination à ne pas agir. Il n'y a pas d'action transformatrice sans détermination à l'action transformatrice. Car il n'y a pas d'effet transformateur ou conservateur sans cause. Ah ouais. Ok. Donc tout est déterminé, hein, voilà, point. Un malheur de pensée a voulu que l'idée de déterminisme soit irrévocablement liée à celle de la reproduction. Disons la chose. Ce malheur n'est pas survenu tout à fait par hasard. Cette connexion, présentée mensongèrement comme essentielle, a été l'instrument d'une restauration, celle du sujet dans la plénitude de ses prérogatives. Car il est vrai qu'elles avaient été mises à mal par le structuralisme, pensée générale du débord et de l'insu, pensée de la destitution du sujet souverain. S'il y a bien une humeur intellectuelle du structuralisme, elle consiste à voir ce que ne veut pas voir l'humanisme du sujet, à savoir que l'homme n'a pas le degré de maîtrise qu'il revendique sur ce qu'il fait, ce qu'il pense et ce qu'il dit. Ceux qui croient parler ou se taire, ou bien accomplir quelque action que ce soit par un libre décret de l'esprit, rêvent les yeux ouverts, leur dit rudement Spinoza. Mais cela était l'offense de trop, et après s'être entendu dire qu'il n'était pas au centre de l'univers puisqu'il descendait du singe, l'homme s'est cabré quand on lui a expliqué qu'il n'était pas maître chez lui. Je fais pourtant ce que je veux, nom de Dieu, grommelle par devers soi le capitaine des gendarmes en rallumant sa pipe, après que Bouvard et Pécuchet, en plein trip spinoziste, sont venus lui détruire l'illusion du libre arbitre. Et les sciences sociales de l'acteur n'ont finalement guère dépassé le stade de ce refus moustachu et scandalisé. Je vais canner, hein, vraiment. Hein. Je vais canner. Hein. Et coucou le flot de l'histoire, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Les gens, il faut que j'aille m'occuper du Balrog, mais j'ai tellement mal en ce moment que ça me donne une énorme flemme. Oh, j'espère que ça va quand même aller malgré tout et malgré tous les problèmes de santé. Et que Balrog va bien aussi au passage. Malade, ah merde, ça c'est nul. Alors si tu veux, ici tu seras d'autant plus malade. Voilà, je te précise quand même, on est en train de lire Lordon. On est page 103 sur 190. Et c'est vraiment pas bien, hein. C'est vraiment pas bien, hein. C'est nul. J'étais en l'heure que douche. Attends, je te remets ça vite. Hop. Throne. Donc Lordon, c'est pas bon. Voilà, on peut résumer à ça. En tout cas, j'espère que ça va aller aussi bien que possible avec nous aujourd'hui. Donc là, il est en train de nous expliquer que concrètement, en fait, si on veut refuser que le monde est déterminé, et donc on n'a pas de maîtrise sur les choses, qu'on ne fait que s'agiter comme des fétus de paille, etc., etc., c'est uniquement parce que en fait on a un ego qui est touché. En fait, notre petit ego est touché parce qu'on voudrait quand même rester le centre de l'univers. Or on ne l'est pas parce qu'on descend du singe. Ah là là, c'est pas bien. Et que du coup on voudrait au moins maîtriser notre vie, sauf qu'on le fait pas. Oh là là, c'est pas bien, etc. Ce qui est incroyable parce que c'est pas du tout ce que disent les courants de pensée structuralistes. En fait, les courants de pensée structuralistes disent qu'il y a des forces, des pressions qui existent, qui coexistent tout le temps. Que justement, la plupart du temps, on n'en a pas forcément conscience, même plutôt l'inverse, on n'en a pas conscience. On se fait avoir, on se laisse bouger par ces forces, par ces pressions, etc. On pense avoir un beau chapitre, mais en fait, on ne l'a pas vraiment, puisqu'on se laisse porter. Mais que pour autant, en fait, si on en prend conscience, on est capable de mettre en place des leviers. On est capable de pouvoir commencer, si on travaille là-dessus, à pouvoir reprendre un peu de contrôle, au moins un tantinet, malgré toutes les pressions, malgré tous les éléments qui vont nous pousser dans un sens ou dans l'autre, etc. Et lui, vraiment, il est là en mode où en fait, il oppose soit le monde il est déterminé, point, c'est comme ça, soit en fait, vous contrôlez tout à tout moment et vous savez tout ce que vous faites. Or, c'est pas le propos. C'est pas le propos. Ça, c'est un procédé qui est extrêmement, comment dire, malveillant. Mettre ça comme ça, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde.
Ouais, simpliste, mais c'est que là, il y a vraiment, tu te fous de la gueule du monde, quoi. Enfin, là, on est ceci quand est même sur un malveillant. niveau où tu te fous de la gueule du monde et ça me pose quand même grave problème. Parce qu'encore une fois, quand tu t'amuses en plus à citer, par exemple, du Bourdieu et que plus d'une fois, il a cité Bourdieu, genre 5 6 fois et genre la moitié du temps, il l'a mal cité, où il arrive à mal citer Bourdieu, qui pourtant a eu un certain nombre, d'écrits, réécrits, commentés et cetera. Il cite Bourdieu et il arrive à faire dire l'inverse de ce que dit Bourdieu. Déjà, tu te dis: «Waouh, tu es chaud patate quand même, hein, tu du talent, frère, hein». Mais bon, voilà, c'est compliqué, quoi. Et là, du coup, quand tu vas avoir cette position-là, j'avoue que, il y a non seulement le fait de mettre ça comme ça, qui est déjà malveillant, mais en plus le fait de rajouter sur le fait que: «Oh, si tu as cette position-là, toi, en fait, quand même, tu devrais dépasser le stade de ce refus moustachu et scandalisé». Tu vois, il y a un côté où on essaie de te tourner un peu en ridicule. Tu vois, en fait, finalement, si tu as cette position-là, si tu ne crois pas au déterminisme, si tu n'as pas conscience que tout est déterminé, et cetera, alors finalement, tu n'es que, l'équivalent, de comment il s'appelle son personnage? Tu n'es que le capitaine des gendarmes, voilà, face à, Bouvard et Pécuchet. C'est une manière aussi, encore une fois, très, très surplombante. Ça reste cohérente avec ce qu'il fait depuis le début, hein, mais très, très, très surplombant et c'est vraiment pour moi un problème. Enfin bref, je continue. Ainsi, on l'a vu, pour établir l'homme en l'humanisme de l'homme dans leur dignité, sont-elles passées par l'histoire selon le syllogisme qui emmène du changement à la liberté. Qu'il ait fallu refaire toute sa place à la dynamique historique contre le tropisme de la reproduction de structuralisme, la chose n'était pas douteuse. L'opération frauduleuse consistait à en faire un argument pour la restauration simultanée du sujet libre et souverain, dont il apparaît non seulement qu'il est revenu en contrebande dans les fourgons de l'histoire, mais que ce retour était en réalité la finalité première de toute la manœuvre. Ouais. Et on arrive sur un nouveau chapitre. Je pense que la VOD ça fait un moment et je pense que j'ai dû rater le marqueur de VOD par contre. Le dernier marqueur de VOD c'était midi 10, il est 13h43. Oups. On va s'arrêter là-dessus. Petite fougère de YouTube, ça fait une grosse VOD du coup, je suis désolé. Je pensais pas que l'enregistrement serait si long. Donc bon courage quand même pour tout ça. Elle aura été un tantinet longue. Des bisous, à très bientôt pour la suite, petite fougère de YouTube et des bisous.